Ok. Bon, en réalité, ce soir, j'ai pas l'habitude de faire, de parler un peu sur des durées aussi courtes que celle-ci, mais c'est parce qu'on est également confronté à, si vous voulez, une situation politique qui nécessite que nous intervenons un peu plus régulièrement pour essayer de voir ce qui se passe et pour suggérer des pistes sur la résistance. Parce que les choses soient claires, mon travail, ce n'est pas de dire à M. Biya et les membres de son gouvernement illégitime ce qu'ils doivent faire ou comment ils doivent agir. Mon travail, c'est de voir comment nous qui travaillons pour la résistance et pour faire tomber ce régime, nous devons nous organiser, nous devons planifier, nous devons construire notre capital idéologique pour les faire tomber. Donc en réalité, je ne m'adresse jamais à eux, mais à nous. Donc c'est pour ça que je pense que pour l'instant, il y a tout un travail pédagogique, il y a tout un travail d'explication de la démarche qui est en cours, et cette démarche qui a été impulsée récemment par le président élu Maurice Kamto et que nous devons perpétrer et nous devons amener les uns et les autres à comprendre ce qui se joue. Je commencerai dans un premier temps, au-delà du fait que notre direct de ce soir porte sur la question Boulou. Je l'ai choisi sciemment et je l'ai choisi parce que vous comprenez très bien qu'il y a eu un acte barbare, un acte violent, un acte qui s'inscrit véritablement dans la stratégie du régime illégitime de Yaoundé, à la fois de démocratiser la barbarie, de criminaliser le MRC, mais c'est ça qui est plus grave, c'est également je ne vais pas dire institutionnaliser le tribalisme, je vais peut-être également parler de démocratisation du tribalisme. Donc c'est pour ça que ce soir, j'ai choisi ce sujet. Mais avant, il y a un préambule, parce que ce préambule, il est nécessaire parce qu'il faudrait qu'on se comprenne tout au long de la discussion de ce soir. Il faut savoir que toute la stratégie du président élu Maurice Kamto est bâtie sur l'amour des Camerounais. C'est-à-dire que c'est un monsieur qui n'a pas en lui un désir de vengeance. Pourtant, il a le devoir et le droit même, dans une certaine mesure, de vouloir se venger. Mais il n'a pas ce désir de vengeance, il ne nourrit pas cet esprit de vengeance. Pourquoi il ne nourrit pas cet esprit de vengeance? Ni en fait le droit d'être haineux. C'est simplement parce que nous avons un régime qui est fondamentalement construit depuis, certains vont dire 50 ans, voire 60 ans, c'est-à-dire depuis Aïdjo, mais je préfère qu'on s'y conscrive à l'arrivée de M. Biya au pouvoir sur la haine entre Camerounais. Et ces haines se matérialisent par les violences multiples auxquelles les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest sont confrontés dans les commissariats, dans leur travail, dans la rue, dans les écoles et autres. C'est-à-dire qu'il y a toute cette haine qui est inculquée aux Camerounais qui ont appris au fil du temps à ne plus s'aimer. Or, le président élu, Maurice Kamto, dans sa démarche, il a dit on n'oppose pas la haine, on n'oppose pas la violence à la violence, on oppose à la haine de l'amour. Et c'est ça, en fait, qui réussit à fragiliser toute l'équation que ce régime a mis sur pied. Parce que si le régime est déstabilisé, les amis, ce n'est pas parce que nous avons développé des techniques qui leur sont semblables. C'est justement parce que nous allons aux antipodes ou en contradiction avec leur démarche. C'est la raison pour laquelle ils seront encore plus brutaux qu'ils ne le sont, ils seront encore plus barbares qu'ils ne le sont, ils seront encore plus méchants. Tout simplement parce que nous leur prenons de court. Donc c'est important de ne jamais opposer à la haine d'un groupe la haine. Il faut lui opposer de l'amour. Vous pouvez être sûr, et je préfère prendre le cas le plus intéressant, le cas de l'ANC ou le cas de Martin Luther King, qui sont les cas en fait les plus symboliques et les plus populaires dans les stratégies en contexte d'oppression de groupe ou en contexte général de discrimination, d'exclusion, de conquête du pouvoir. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on avait effectivement un système hyper raciste qui était en cours, c'est-à-dire qu'on avait un apartheid politique, social, économique qui datait
du XVIe siècle, notamment depuis le début de la traite négrière au XVIe siècle, mais qui en réalité a commencé avec Bartholomé de Las Casas au XVe siècle. Et donc, les États-Unis sont plongés dans cette violence systémique qui faisait des Noirs, des sous-hommes, pour ne pas dire des choses. Et à partir de 1960, 1955, autant pour moi, il y a Martin Luther King qui entre en scène et il constate qu'on ne peut pas aller avec la violence, on ne peut pas aller avec les armes face à un pouvoir qui a l'armée, qui a les institutions, qui a l'argent, qui a les hommes. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre à contre-pied justement ceux qui bénéficient de ce système de violence, parce que ce que nous ne savons pas, c'est que la guerre, la violence, les tueries profitent toujours à des gens. Ce ne sont pas des faits fortuits, ce sont des faits qui génèrent des ressources qui peuvent être politiques, qui peuvent être économiques. Ça veut dire que quand vous voyez des gens perpétrer certaines actions ou certains actes que vous pouvez ne pas apprécier de par vos considérations humaines, de par votre engagement pour les droits de l'homme et autres, c'est simplement parce qu'ils tirent profit des situations dans lesquelles ils se trouvent. Donc pour casser en fait cette dynamique, l'enjeu, ce n'est pas d'opposer à la violence qu'ils vous opposent cette même violence. L'enjeu, en fait, c'est de leur opposer une valeur qui peut être universelle. C'est de leur opposer une vision du monde. C'est leur opposer une attitude qui peut interpeller leur propre conscience, qui peut interpeller leur humanité, qui peut les amener, autant pour moi, à remettre en cause la manière dont ils traitent d'autres humains comme eux. C'est ça la démarche président Kamto. Or, le président Kamto, il a lui-même, récemment sur le plateau d'Equinox, expliqué cette violence à laquelle il a été confronté lorsqu'il a été ramené violemment de Douala à Yaoundé. Il a tous les arguments en réalité de dire qu'on ne peut plus vivre dans un système de déshumanisation et qu'à un moment donné, soit on va mettre des gens dans la rue, soit on va essayer de créer un système de confrontation, soit on va créer des groupes. Et il a les moyens, il a l'autorité politique aujourd'hui, il a l'autorité morale de le faire et il a également des réseaux pour le faire. Mais il nous dit, nous allons leur enseigner l'amour. Mais il n'enseigne pas seulement l'amour à ceux qui gouvernent. Et c'est important, en fait, que ceux qui soutiennent le président élu Maurice Kamto intègrent cela. C'est qu'il y a un autre travail qui doit être fait. C'est-à-dire que ce travail qui doit nous amener nous-mêmes à nous aimer. C'est-à-dire que nous devons apprendre à nous aimer et à aimer autrui, à aimer l'altérité. C'est de cela qu'il est question, en fait, dans cette résistance. Et parce que le moment où nous allons apprendre à aimer notre frère, malgré sa haine qu'il a contre nous, malgré toutes les violences, ces violences qui sont verbales, et je sais que je lis en réalité, je lis toutes ces violences dont certains sont victimes, je lis toutes ces violences contre les acteurs de la résistance, je lis toutes ces violences contre Maurice Kamto et tout, mais le moment où nous allons apprendre à les aimer, en dépit de leur haine, nous aurons effectivement mis en application les directives du professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas seulement une question d'amour vaine, c'est également une question de stratégie. Parce que c'est une stratégie qui vise à réaliser des objectifs auxquels on s'est fixé. Ce que nous ne savons pas, ou en fait ce que beaucoup de résistants méprise ou minimise, c'est le fait que la stratégie du président élu Maurice Kamto, c'est une stratégie qui s'étend sur plus de 20 ans. C'est-à-dire que quand vous voyez la démarche du président élu qui décide de ne pas aller à une élection, alors qu'il est très bien conscient que de par des manœuvres politiques qui peuvent être entreprises, il peut compromettre toute sa carrière politique, tout son avenir, tout l'engagement et toute la vision sur laquelle il travaille depuis des années. Vous le voyez ne pas aller à une élection. C'est parce que cela obéit à une stratégie. Maurice Kamto entre officiellement en politique en 2012 lorsqu'il lance son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, entre parenthèses MRC. Mais au fond, Maurice Kamto prépare cette rentrée depuis près de 20 ans. Depuis près de 20 ans. C'est-à-dire que
il a préparé avant même son entrée au gouvernement. Des gens ont souvent tenté de vous dire qu'est-ce qu'il allait faire au gouvernement. Mais il allait résoudre Bakassi. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas le choix. C'était le meilleur à ce moment et à cet endroit, c'est-à-dire dans cette société. Donc il était tout à fait normal qu'il puisse intervenir dans la situation que vivait le Cameroun pour apporter sa contribution intellectuelle à la résolution de ce conflit. C'est pour ça que M. Maurice Kamto a toujours dit « J'ai toujours été là lorsque j'ai été appelé ». J'ai été là lorsque j'ai été appelé. Mais étant au gouvernement, quand il n'a pas touché l'argent public, il a remboursé tout ce qu'on estimait qui lui revenait. Il a tout fait en réalité pour que 5 francs ne lui soient jamais imputés. Parce qu'il savait très bien qu'avec le régime de Biya, il pouvait être associé à tout ce système de corruption qui était en cours. Il a planifié en réalité sa sortie du gouvernement et son entrée en politique. Ceux qui ont lu mon livre vont se rendre compte que je dis clairement qu'en 2018, après les émeutes, parce que des gens ont souvent reproché à Maurice Kamto de ne pas être sorti du gouvernement, mais ce sont des reproches en fait émotives, très émotives. Et c'est un truc qui est structurel, pas seulement aux Camerounais, mais à toutes les sociétés africaines. C'est-à-dire que nous surfons beaucoup sur l'émotion et non sur le pragmatisme. En 2008, Maurice Kamto ne pouvait pas sortir du gouvernement pour se lancer en politique parce que non seulement il y avait un embouteillage politique, c'est-à-dire qu'on était à l'horizon de la campagne présidentielle de 2011, pour ceux qui l'ont vécu au Cameroun, il y avait cette affaire de G11 qui était ambiante dans l'espace public. Et donc, il y avait toute une stratégie des faucons du régime à éliminer ceux qui étaient soupçonnés d'appartenir au G11. Et donc, dans lequel ils ont fait éliminer Jean-Marie Atangana-Babara, ils ont fait éliminer Olongena Awana, ils ont fait éliminer Yves-Michel Fotso, ils ont fait éliminer Marafa Amidou Eya. Donc quand des gens vous disent que Maurice Kamto devait sortir du gouvernement après les émeutes de 2008, c'est qu'ils ne comprennent pas du tout, et alors pas du tout ce qu'on appelle la stratégie. À un moment donné, des acteurs doivent avoir la capacité de se projeter sur le long terme, mais également analyser les situations et les contextes. Si Maurice Kamto était sorti du gouvernement à ce moment, on ne l'aurait pas eu dans la course aujourd'hui. Ça, c'est une certitude. Et donc, il a sérieusement planifié sa stratégie et il est entré en cours après l'élection présidentielle. Et pour ceux qui ont suivi Kamto, à l'époque j'étais journaliste politique, donc, et j'avais commencé à m'intéresser à lui, et il a dit, au moment où il prononce un discours à sa conférence de presse qui est interdite en 2011, il dit il n'est pas dans une stratégie revancharde. Il ne le fait pas parce que l'élection est terminée, mais il se lance en politique, il ne le dit pas clairement, mais il trace les lignes directrices de son avenir. Il dit clairement qu'il va chercher à apporter aux Camerounais de nouvelles voies, de nouveaux horizons. Et à ce moment, en fait, il a des marges de manœuvre. Moi, je vais vous dire que le jour du lancement du MRC, c'était un moment où se tenait le procès de Marafa Amidou Eya. C'est-à-dire qu'ils étaient à l'hôtel Hilton et juste derrière, il y avait toutes les routes barrées parce que Marafa Amidou Eya était là. C'est-à-dire que c'est un contexte spécial dans lequel Maurice Kamto se lance en politique. Et c'est ce qu'on appelle de la stratégie. Et il va plus loin dans sa stratégie. C'est-à-dire qu'il crée son parti, il planifie, il l'organise, il le met en place et il va aux élections dans le Foundi. On a eu ce qu'il a appelé lui-même en 2013 à la suite de ces élections, des fraudes sauvages. Des fraudes sauvages parce que Maurice Kamto a gagné les élections, particulièrement dans le Foundi en 2013. Et il dit clairement, en 2013, pour ceux qui ont
ont suivi l'actualité politique ou pour ceux qui ont lu Memba sur la démocratie, il dit clairement qu'il ne tolérera plus des fraudes telles que celles qu'on a observées en 2013. Il l'a dit, il a martelé, et à partir de 2013, il commence à appeler à une révision du code électoral. Il s'engage dans cette dynamique de révision du code électoral. C'est justement dans cette campagne pour la révision du code électoral que Alain Foguet, en 2016, est tabassé devant l'Assemblée nationale. Mais il est resté cohérent sur cette stratégie. Et il a tenu à s'affirmer et il a maintenu le cap. Avec toutes les violences, parce que certaines personnes peuvent penser que le tribalisme anti-Kamto ou anti-Bamileke remonte à 2017 ou 2018. Mais les amis, c'est faux. C'est très faux en réalité. C'est faux parce que nous qui suivons en fait la scène politique camerounaise depuis 2013 et nous qui avons compilé ces données, ça remonte à 2014. Pourquoi ça remonte à 2014? Parce que dès 2014, vous avez toute une rhétorique sauvage et tribale qui apparaît dans l'espace public avec les Claude Abaté, avec les Joseph Onamanga, avec les Patrick Duplimani, tête de tarot, tête de porc, des cochons de l'Ouest, MRC Parti Tribal. Ce n'est pas en 2018, les amis. 2018, en fait, c'est le pic. Ça dit 2018, après le congrès du MRC, en avril, où ils remplissent le palais des congrès et ça crée un tollé parce qu'on ne s'attendait pas à ce que cette nouvelle force politique qui avait à peine 6 ans d'existence puisse réunir autant de personnes à l'intérieur du congrès. Les gens sont surpris, mais la vérité c'est que c'est une affaire qui date de 6 ans et plus principalement après les élections de 2013 où le MRC s'affirme véritablement comme une alternative. Et n'oubliez jamais quelque chose d'essentiel. Le pouvoir a les vrais chiffres. C'est un pouvoir. Vous combattez, nous combattons un pouvoir qui a l'appareil administratif, qui a l'appareil d'État. Ça veut dire en fait techniquement que même quand il y a fraude électorale, le pouvoir qui fraude a les données matérielles qui lui permettent d'analyser ceux qui sont forts, ceux qui sont faibles. C'est essentiel de le comprendre pour savoir pourquoi à certains moments, vous pouvez avoir dans les médias un type de manipulation qui obéissent en fait à des stratégies politiques impulsées de l'intérieur. Et donc, c'était à partir de 2014, avec l'émergence de ce discours anti-Bamileke, anti-Kamto, c'est parce qu'il fallait déjà le bloquer et le pic est atteint en 2018, mais avant vous avez eu Vision 4 et Obama et tout qui ont été instrumentalisés parce que c'était la véritable menace. Mais malgré toutes ces violences, c'est-à-dire qu'il a été interdit à l'Est du Cameroun, il a été interdit d'implanter son parti à Yaoundé, il a été interdit de se rendre dans plusieurs régions. Ces conférences de presse interdites. À aucun moment, Kamto ne vous a demandé de réagir. À aucun moment, Kamto n'a prononcé un discours de violence, de haine. À aucun moment, Maurice Kamto ne vous a dit, comme ce régime est dans une stratégie de criminalisation du jeu politique, je dois changer de stratégie. Et il y a un texte essentiel, je voulais le publier aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un texte qu'il prononce. Et je ne sais pas si le professeur lui-même se souvient de ce texte. C'est un texte qui, pour moi, est fondamental pour comprendre, en fait, le MRC d'aujourd'hui, pour comprendre ce qu'ils vivent. Et il intitule le texte « La tentative d'exister ». C'est-à-dire, la tentative d'exister, c'est un discours que Kamto, les gens connaissent ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel. C'était également très beau, très bien. C'est vraiment le président élu, le magistère au Conseil constitutionnel. Mais il y a autre chose. Il y a ce moment de 2014 devant la Cour suprême où il prononce le texte, la tentative d'exister. Où dans ce texte,
Ils sont partis à peine un an et demi. Maurice Kamto pose une question fondamentale au magistrat. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour subir autant pour moi toute cette violence? Qu'ai-je fait pour avoir derrière moi l'ECAM, pour avoir derrière moi le RDPC, pour avoir derrière moi les structures de l'État? Pourquoi voulez-vous empêcher mon parti politique d'évoluer dans cet environnement? C'est un texte que j'invite. Je vous invite à aller chercher la tentative d'exister de Maurice Kamto. Un texte qui date de 2014. Je vais le rendre public demain, mais ceux qui peuvent déjà l'avoir peuvent le chercher. Je vous dis ça pour vous dire qu'il y a une cohérence dans la démarche du président élu. Il y a une vision de l'État, il y a une conception de la politique. Cette conception de la politique n'est pas celle que nous observons aujourd'hui, où nous avons par exemple un parti politique comme le SDF qui dit il y a une semaine et demie que si M. Biya ne renonce pas, ne résout pas la crise anglophone avant le 9 février, on n'ira pas aux élections, mais qui, 4-5 jours après, la même personne qui a prononcé ce discours devant les médias, dit nous irons aux élections. C'est-à-dire cette incoordination, cette contradiction, mais en fait qui est liée aux arrangements politiques conclus par le SDF et le RDPC. Je pourrais y revenir, mais je peux déjà vous dire que Froundi est revenu des États-Unis où il était en séjour hier. Donc il est revenu hier et c'est Froundi qui a décidé d'envoyer le SDF, c'est-à-dire que le dernier NEC, vous n'avez pas eu de communiqué du dernier NEC. Beaucoup de gens ne se sont pas posé la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de communiqué du dernier NEC, mais il n'y a pas eu de communiqué du dernier NEC parce que le NEC était divisé, c'est-à-dire le National Executive Committee était divisé sur la stratégie face au pouvoir en place. Donc c'est la preuve que au sein du SDF, il n'y a pas une unité sur la démarche à adopter face à un système politique qui brime les libertés, qui bafoue les droits de l'homme et qui est en pleine stratégie de violentisation de la société camerounaise. Pour revenir à ce que je disais, il faut rester cohérent sur la stratégie et ne pas adopter les logiques de haine. Parce que la stratégie de Kamto, c'est d'opposer à la haine l'amour. Et dans cette stratégie, j'insiste dessus, les amis. Je commence ce direct, mais je ne vais pas vous manquer de vous dire que il faut apprendre à faire confiance aux gens. Il faut apprendre à faire confiance à ceux qui se battent pour vous. C'est essentiel. Les Grecs qui sont le socle de la civilisation européenne n'ont pu réussir ce qu'ils ont réussi que parce qu'ils avaient réussi à créer la confiance en eux. La confiance en ceux qui construisaient l'Empire. L'Empire romain s'est construit sur les cendres de l'Empire grec. Aujourd'hui, on vous a dit, il faut un bus. Je suis en ligne avec vous. Nous sommes actuellement à 200 € qui manquent pour 7000. Je tiens déjà à féliciter ceux qui contribuent pour le bus. Et je l'ai dit la dernière fois dans mon direct. Il faut être des bâtisseurs et non des gens qui travaillent sur l'émotion. J'en ai marre de voir les Camerounais toujours aussi émus circonstanciellement quand des gens meurent, quand il y a des violences, quand il y a ceci. Vous voyez les beaux discours, vous voyez tous les appels du monde qui pleuvent. Mais lorsqu'il faut agir, ils n'agissent pas. Il faut apprendre à agir. Il faut apprendre à acter un engagement. Il ne suffit pas de dire nous sommes fidèles à tel. Il ne suffit pas de dire nous supportons tel. Il ne suffit pas de faire des commentaires sur Facebook. Il faut agir. On vous dit il faut donner au MRC un bus. Des gens disent le bus va servir à quoi? Mais mes amis, voilà les délégations du MRC qui sont en train de parcourir le Cameroun pour expliquer pourquoi le président élu a décidé de ne pas aller à une élection.
Mais vous demandez l'utilité d'un bus, ça permet de transporter les gens, ça donne de la visibilité à l'organisation. Mais les choses aussi simples, les choses aussi faciles à comprendre dans l'entendement, il faudrait qu'on insiste. Je reconnais que tous ceux qui vous sont mobilisés, je vous remercie. Et à vous qui vous mobilisez, je vais vous dire quelque chose. Les bâtisseurs sont régulièrement incompris dans les stratégies politiques. Vous qui vous mobilisez pour ce bus, vous qui aviez déjà contribué, vous qui allez contribuer, retenez que vous serez peut-être minoritaire. Des gens ne verront pas votre démarche. Ils ne vous comprendront pas. Mais c'est parce que vous avez de la visibilité. Je vais vous raconter que lorsque Abdoulaye Wade, l'ancien président sénégalais, décide de créer le monument de la réunification à Dakar, pour ceux qui étaient à Dakar, le monument de la réunification, les Sénégalais se sont levés, certains Sénégalais, pour dire qu'on va dépenser 2 milliards, des milliards de francs CFA pour un monument, alors qu'on peut créer des écoles, alors qu'on peut faire ceci, on peut faire cela. Ils ont manifesté, certains ont manifesté, ils ont même lancé une fatwa, les islamistes ont lancé une fatwa contre ce projet. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, personne ne va à Dakar sans se rendre au monument de la réunification, même passer à côté. Je dis bien, même passer à côté, personne ne va à Dakar sans être ébloui par le projet. C'est ce qu'on appelle une vision de bâtisseur. Et ceux qui ont été à Dakar, ils le disent. Ils disent que Dakar, c'est Abdoulaye Wade. C'est maintenant que Macky commence à réaliser des projets d'envergure. C'est-à-dire que, et c'est essentiel, les gens disent le bus va rouler où, mais les bus de finesse, de garantie express que vous empruntez roulent où? Ils roulent au Cameroun. C'est pour rouler. Mais c'est-à-dire que je ne sais pas comment des gens aiment se faire infantiliser ou s'infantilisent soi-même, ou décident eux-mêmes de réduire leur capacité de projection. Les amis, il faut voir loin. Il faut sortir de l'émotion. Il faut projeter. Et en plus, le MRC, c'est un parti politique. Moi, je ne suis pas membre du MRC, mais je soutiens le président élu et je suis obligé de soutenir son organisation. C'est-à-dire que ça va de pair. Un parti politique n'existe pas pour une élection. Il existe avant, pendant et après. J'aimerais qu'au terme de ce direct, vous mettiez la tontine du bus au minimum à 7 000, les amis. Au minimum à 7 000. Quel est le vrai cadeau que la diaspora a déjà donné à Kamto, au fond? Parlons peu, parlons vrai. C'est-à-dire que des gens ont tontiné pour Ardoise Rose, pour les enfants des détenus. Les gens ont peut-être tontiné lorsqu'il était en prison. Lorsqu'il était en prison, ils ont donné de l'argent pour les prisonniers politiques. Mais quel est le projet visible, les amis? Quel est le projet visible? Quand on parle des bâtisseurs, on parle des organisateurs, c'est également parce que des gens veulent voir des choses, les amis. Je suis obligé de vous dire des choses que je ne dois pas dire. Merci, c'était 12 milliards justement le projet. C'était 12 milliards. Donc, je suis obligé de vous dire des choses élémentaires en réalité. Parce que je vous invite à penser loin. Tontinez. Le lien est sur le mur. Tontinez et engagez-vous. Mais les Camerounais sont tellement méchants. Méchants qu'ils ont tenté de saboter le projet. J'entre pas dans les détails, j'entrerai dans les détails à un moment donné, les amis. Mais c'est parce qu'il faut avoir de la visibilité. Nous ne serions pas là si Kamto n'avait pas eu de la visibilité. La visibilité, elle est essentielle dans toute démarche, qu'elle soit familiale, qu'elle soit politique, qu'elle soit dans le monde de l'entreprise. C'est une question de visibilité, la réussite, les amis. Ceux qui créent leur entreprise, parfois, ils ont d'abord de la visibilité avant toute autre chose. Il faut de la visibilité, de la projection, de l'anticipation. Si vous voulez réussir, vous ne réussissez pas si tous les jours vous êtes dans l'émotion. Non. Quand on tabasse Alain Foguet, ils disent il y a le tribalisme et tout, ceci, cela. Oui, je sais que c'est une considération, mais au-delà de l'émotion, c'est rien d'autre que ça.
Parce que ça ne répond pas à la stratégie globale. Ça ne répond pas à la stratégie globale. Le bus, il va coûter 50 000 $. 50 000 $, les amis. Nous avons réalisé un coût très important. Hein. Je vais vous dire. J'ai remarqué, et ça je ne le savais pas, que entre janvier et octobre ou novembre, vous avez seulement cotisé, autant pour moi, 35 000 € pour le président élu. Alors qu'il était en train de le fond de Camto, mais c'est très grave. Alors que c'est vrai que nous avons déjà cotisé nous sommes à près de 10 000 de levée. Je sais que c'est essentiel et vous devez être contents, les amis. Je sais que c'est essentiel, vous devez être contents. Mais je vous invite à faire plus. Mon travail n'est pas de venir vous dire, oui, tout va bien même quand ça ne va pas. Je dois être honnête avec vous. Construire cette société sur l'honnêteté. Dire aux gens ce qui est vrai. Dire aux gens le ressentiment qu'on a. Il faut se mobiliser. Il faut s'engager. Ne demandez pas pourquoi, mais faisons d'abord. Il faut d'abord entreprendre, évaluer et se positionner. Et un bus, c'est un instrument de visibilité, un instrument de communication. J'insiste sur ça parce que c'est le premier vrai projet visible qu'on pourra donner à Camto. Je dis bien visible. La diaspora a déjà beaucoup fait. La diaspora fait beaucoup. Mais au-delà de ça, nous devons être des bâtisseurs. Je dis bien des bâtisseurs. Il ne faut pas que c'est quand Camto est arrêté, quand des militants sont arrêtés, quand il y a des violences, que nous nous mobilisons. Non, c'est bon, mais ce n'est pas tout. Parce que nous devons instruire, nous devons pousser notre dynamique sur le long terme. Et je vous dis, donnons un bus à cette organisation. C'est d'autant plus important que nous allons prouver à ceux qui sont contre nous que nous sommes une force, que nous avons une capacité de mobilisation. Et avec ce bus, nous allons préparer les autres échéances. Parce que c'est ça l'enjeu, les amis. Des gens se disent, parce que le président élu ne va pas à l'élection du 9 février, tout est fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. C'est-à-dire que le président élu l'a dit. Rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Et en prison déjà, il avait déjà dit. Pourquoi des gens estiment que c'est fini maintenant? Non. On est sur long terme. Regardons le cas Bilou Harifa. Regardons le cas Bilou Harifa. Et c'est essentiel. Mais ce qui arrive à Bilou Harifa est l'illustration la plus parfaite de l'état barbare, de l'état brutal, de l'état violent. Mais c'est encore plus flagrant parce que vous avez clairement là une entreprise de destruction du MRC. C'est-à-dire qu'on veut affaiblir le MRC, on veut indiquer clairement à ceux qui soutiennent le MRC qu'ils courent beaucoup de risques, y compris leur position sociale, s'ils continuent la résistance. C'est pour ça que Bilou Harifa est dans cette situation. Mais ce qui est intéressant dans la dynamique, c'est que celui qui le fait, c'est Atangandi. Atangandi, c'est un bandit. Atangandi est un bandit, il n'y a aucun doute. Atangandi, dans le rapport de la CONAC de 2012, on demande clairement l'arrestation de Atangandi et Amougou Belinga. C'est-à-dire que Atangandi et Amougou Belinga sont clairement sur la liste des personnes qui doivent être arrêtées pour détournement de deniers publics à la Campost. Donc, on a en fait au pouvoir à Yaoundé la pègre. C'est la pègre qui a pris le pouvoir au Cameroun. C'est la pègre qui est
qui est au pouvoir et cette pègre est en train de dicter en fait l'orientation politique au Cameroun. Quand dans un pays, on a un illettré, on a un repris de justice, on a un individu qui n'a aucune connaissance à la fois des lois de la République, des textes de la République, mais il est ministre de l'Intérieur ou de l'administration territoriale. Ça veut dire que ce pays a un problème. Vous savez, dans ce pays, on a eu un ministre de l'administration territoriale. Il s'appelait Marafa Amidou Yaya. C'est le dernier vrai ministre de l'administration territoriale que le Cameroun a eu, Soubia. Je dis bien, c'est le dernier vrai ministre. Il n'y en a plus eu. Parce que ça dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez actuellement les deux ministres qui ont succédé à Marafa Amidou Yaya, à savoir René Emmanuel Sadi et à Tangandi, qui sont des incompétents, des barbares, des gens violents, qui ne comprennent rien à rien. Mais ils sont connectés au réseau, parce que Biya est fini. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pays n'est plus contrôlé par Paul Biya. Le pays n'est plus contrôlé par Paul Biya. Vous avez vu les images de l'anniversaire de Chantal Biya. C'est un pays qui est en mode pilotage Chantal Biya. Il ne faut pas se tromper. Celle qui gouverne le Cameroun aujourd'hui s'appelle Chantal Biya. Et elle gouverne le Cameroun à travers Ferdinand Gongo. C'est essentiel d'intérioriser ça. C'est-à-dire que Paul Biya n'est plus le président de la République du Cameroun. C'est un monsieur qui est presque mort. Il est végétatif. Il n'arrive même plus à tenir un plat. Et c'est Chantal Biya. Chantal Biya n'a pas commencé à prendre le pouvoir aujourd'hui. Chantal Biya est dans une entreprise de prise de pouvoir depuis 2014. Où un ensemble de personnalités ont commencé à être placées au cœur de la République. Je dis bien depuis 2014. Aujourd'hui, nous sommes à l'apogée de la puissance de Chantal Biya. Parce que c'est plus visible aujourd'hui qu'elle a le pouvoir. C'est-à-dire que c'est plus visible. Les Camerounais découvrent Chantal Biya. Ils découvrent en fait l'étendue de son pouvoir. Mais pour ceux qui observent la scène, ils savent que Chantal Biya est dans le jeu depuis. En politique, parfois, les images, les signes sont plus importants que les décrets et que les actes. Lorsque le pantalon de Paul Biya tombe devant les autres chefs d'État de la CEMAC, regardez la vidéo. C'est-à-dire que la place de Chantal Biya, d'abord, qui ne doit rien faire à cet endroit, à cet instant, son fauteuil illustre très bien qu'elle est là pour surveiller son mari. Quand vous voyez la vidéo, il y a deux hommes qui quittent à gauche. Ils tentent de se lever pour aller rapidement retrousser le pantalon du président. Mais Chantal Biya se lève, elle rapplique vers son mari et il rentre se réasseoir. Parce que c'est elle qui connaît très bien de quoi il est question. Elle connaît ses faiblesses actuelles. Et hier encore, c'était, avant-hier autant pour moi, c'était d'autant plus humiliant que pour la première fois, j'ai été pris de compassion pour M. Biya. Malheureusement ou heureusement. Malheureusement ou heureusement. Parce qu'il ne tient plus son appareil. Parce qu'il n'est plus au pouvoir. Parce que le pouvoir au Cameroun est piloté par Chantal Biya. Qui a avec elle deux hommes clés. Ferdinand Gongo et Oswald Baboké. Je dis bien, et Oswald Baboké. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ce nom. Beaucoup de Camerounais ne connaissent pas ce nom. Mais il s'agit du directeur adjoint du cabinet civil. Parmi les deux noms qui circulent dans l'appareil d'État pour la succession de Biya, il y a Oswald Baboké et Chantal Biya. Et
autant pour moi Franck Biya. Et donc, il faut vous mettre dans la tête que nous sommes déjà engagés à la fois dans un processus de consolidation du pouvoir par le clan que Chantal Biya est en train de bâtir dans l'appareil d'État. Chantal Biya est une véritable menace. Et il faut le dire clairement aujourd'hui. Ce n'est plus une petite affaire. On ne joue plus aux billes. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en train de jouer. Il y a donc Oswald Aboké et il y a Franck Biya. Avec Franck Biya, c'est le feu. Ils ne s'entendent véritablement pas. Mais avec Oswald Aboké, elle a vécu avec Oswald Aboké chez Mongi Sosomba, qui était l'ancien maire de Yokadouma. Donc, ils se connaissent très bien. C'est elle qui l'a fait passer le concours de lyrique. Donc, pour devenir attaché, c'est elle qui l'a fait venir comme son secrétaire, si vous voulez, à la présidence de la République. Et il y a une photo, il y a une photo que j'ai pu conserver, mais très privée, où derrière, celui qu'on voit dans le noir, c'est Oswald Baboké. C'est Oswald Baboké. C'est très important de voir très bien que quand le président élu Kanto décide de bloquer ces élections, il décide de paralyser la République, c'est parce qu'il sait très bien que nous sommes en fin de règne. Nous sommes clairement, et j'explique à des amis, dans une conjonction entre un système à la Ben Ali en Tunisie en 2011 où Leila Trabelsi, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous voyez, si vous faites des petites recherches, et je vous conseille de faire des petites recherches sur Leila Trabelsi et Chantal Biya, vous vous rendez compte qu'il y a une conjonction de parcours au fond. C'est-à-dire que Ben Ali avait pris le pouvoir en 87 par coup d'état militaire. Biya était arrivé en 82, soit 5 ans plus tôt. Mais Leila était une femme qui appartenait au milieu de la rue, pour parler de manière plus intelligente. Leila appartenait au milieu de la rue. Et il l'a adopté. Il a fait d'elle son ami, sa confidente et tout. Et jusqu'à la fin de règne de Ben Ali, Leila avait réussi à prendre le contrôle de l'appareil tunisien à tel point qu'elle décidait et elle dictait toute la vie de la République. C'est toujours important de comprendre ce qui s'est passé ailleurs pour savoir à quoi nous pouvons et nous devons nous attendre. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en termes de fortune, en termes de jeu, en termes de réseau de relations, Leila Trabelsi, avec un président qui était malade à l'époque, tel que Ben Ali, était devenue la toute-puissante. C'est ce que nous avons actuellement au Cameroun. Ça, c'est un pan. Ça, c'est vraiment un pan. Parce que il y a un très beau reportage sur la fuite pendant la Révolution, quand il faut évacuer Ben Ali vers l'Arabie Saoudite. Les minutes qui précèdent son entrée dans l'avion, Leila tire carrément son mari qui est vieux, qui est malade. Elle lui dit, entre ici, sans protocole, sans élégance, sans rien. Elle abandonne, pourtant c'est elle qui gérait le pays. Elle a tellement géré le pays sans prendre en considération les déshydratats du peuple, de la jeunesse tunisienne, sans prendre en considération les caciques du régime, sans prendre en considération les perspectives économiques, que la Tunisie, qui il y a quelques années était un fleuron en Afrique du Nord, a commencé à dégringoler économiquement. Mais la particularité de Chantal Biya, ou encore de ceux qui sont autour de Chantal Biya, c'est qu'il n'y a pas que le phénomène Leila qui les habite. On peut également penser qu'il y a une tentative de conjuguer le processus zimbabwéen avec Grace Mugabe. C'est ça qui fait en fait la spécificité du Cameroun, si vous voulez.
C'est-à-dire que on a dans ce pays ces deux mécanismes de prise du pouvoir, ces deux articulations de la gouvernance politique qui sont les plus barbares en Afrique, mais qui se développent sous nos yeux. Parce que sous Mugabe, vous avez vu, par exemple, comment on a voulu donner à Grace Mugabe un doctorat en sociologie. Un peu comme les Mathias Rico en Guinée ont voulu donner un diplôme à Chantal Biya à soi en 2016. Et ça, c'est le premier pan. Le deuxième pan, c'est que Grace Mugabe, avant le départ de Mugabe du pouvoir, c'est-à-dire avant même qu'elle entreprenne de prendre la présidence du parti pour devenir président de la République, avait également commencé à placer ces gens dans le ministre des Finances de l'époque, qui a été traqué par la suite. Donc, vous avez également dans cette conjonction entre le système tunisien et le système zimbabwéen qui est en cours au Cameroun. Et c'est ça qui rend en fait la problématique très difficile. Mais j'attire votre attention pour vous dire qu'il est impératif et nécessiteux de travailler pour mettre l'œil sur Chantal Biya. Ceci étant dit, je reviens sur la question d'aujourd'hui. La question boulot. Je sais très bien, je commence par vous dire que c'est des sujets qui passionnent les Camerounais, qui font rire les Camerounais. C'est des sujets qui amènent les Camerounais à déverser beaucoup de haine sur les autres. C'est des sujets qui amènent certains Camerounais à penser qu'ils sont supérieurs, d'autres inférieurs. Mais ce n'est pas un sujet qui me fait rire. Ce n'est pas un sujet qui me fait rire parce que j'ai vécu cette haine. Je vois cette haine, parfois je la subis, cette haine. Je ne sais pas comment vous dire ça, je n'ai pas l'habitude de parler de moi, je vais faire court. J'ai toujours dit que je suis Boulou. Je suis Boulou parce qu'on ne choisit pas où on est. On ne choisit pas où on grandit. On ne choisit pas l'identité qu'on acquiert. Je suis né à San Milima. Je dis bien né parce que j'ai vu et je vois beaucoup de mes frères Boulou raconter des choses sur ma vie qu'ils ne connaissent pas. Ni Nadam, ni Dev. J'ai grandi, j'ai quitté San Milima quand j'ai eu le bac. Et c'était une phase très importante de ma vie. Et j'ai travaillé et tout. Mais mes parents sont bamileke. C'est pas mauvais. C'est pour ça que je conjugue ces deux cultures et j'en suis fier. Mais ce que j'ai également vu, c'est des gens construire un étiquetage. Et Lundu. Me coller l'étiquette des Lundu. Pour amener les Bamileke extrémistes à me détester. Me détester, moi qui ai des parents Bamileke. Eux, ils estiment qu'ils sont plus Bamileke que moi. Oui. Ils estiment qu'ils sont plus Bamileke que moi. J'ai également vu mes frères Boulou écrire des choses infâmes à mon sujet. Me haïr parce que je soutiens le Bamileke Maurice Kamto. Oui. C'est-à-dire, j'ai été confronté à cette violence des deux camps. Je suis confronté à cette violence des deux camps. Cette violence orchestrée par des extrémistes Bamileke qui estiment avoir le monopole de l'identité Bamileke, le certificat du vrai Bamileke ou du bon Bamileke, la licence de l'appartenance à la communauté Bamileke,
Et également à mes frères Boulou qui estiment avoir le passeport pour être Boulou. Oui, je connais cette violence. Je connais cette violence. C'est des incultes. C'est des haineux. Mais je n'ai pas de haine contre eux. Je les comprends. Ils ont grandi tellement dans le tribalisme. Ils ont grandi dans la violence. Ils ont grandi dans la haine de l'autre. Qu'ils pensent que tout le monde est pareil. Tout le monde n'est pas haineux. Tout le monde ne pense pas à tribu. Tout le monde ne souhaite pas haïr d'autres tribus. Je lis quelqu'un qui demande ton nom. C'est exactement ce profil. Je vous ai dit que mes parents sont Bamileke. Pourquoi vous voulez mon nom? Ça veut dire que je suis Bamileke et j'en suis fier. Qu'est-ce qu'être Bamileke me donne? Qu'est-ce qu'être Boulou me donne? Rien en réalité. Rien. Ça ne donne rien. Ça ne te confère aucun pouvoir par rapport aux autres. Mais on vous fait croire qu'être Bamileke, être Boulou est un atout. Vous qui êtes prisonniers de ces identités, de ces catégories, c'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes. Parce que le jour où vous allez vous interroger, le jour où vous allez vous interroger sur vous, sur votre construction identitaire, vous comprendriez beaucoup de choses. Vous comprendrez beaucoup de choses. Je ne regretterai jamais d'être né à son Mélima. Vous mentez. Je ne regretterai jamais d'être Boulou et de dire que je suis Boulou. Vous mentez. Parce que je n'ai pas choisi de parler Boulou, d'adopter cette culture. Je n'ai rien choisi. Je l'assume et j'en suis fier. Je ne regretterai jamais d'avoir des parents Bamileke. J'en suis également fier d'avoir des parents Bamileke qui m'ont rendu tel que je suis. Mais je regretterai le jour où je m'engagerai contre une ethnie dans ce pays ou contre des gens dans ce pays par rapport à leur ethnie. Ça, je vais regretter. Ça, je vais regretter. Je sais qu'il y a un pouvoir au Cameroun, depuis 1982, qui a construit la haine, qui a institutionnalisé le tribalisme. Ce tribalisme s'est d'abord construit politiquement, pour que vous compreniez, à travers la création des catégories, l'institutionnalisation de l'ennemi. Ce n'est pas un processus qui datait de Biya, qui remontait à la colonisation. On a des catégories ethniques qui sont devenues des catégories politiques dans un premier temps de l'analyse. On a fait croire à un moment donné dans ce pays à une catégorie construite politiquement, c'est-à-dire la catégorie Boulou et dans une extension Beti, qu'ils avaient le pouvoir. Mais c'est une catégorie, c'est une figure. Parce que tous les pouvoirs au monde construisent des catégories pour dominer, pour diviser et pour asseoir leur hégémonie politique. C'est essentiel. Aujourd'hui, ceux qui suivent les débats en Europe, particulièrement en France, on vous parle du voile, on vous parle des musulmans comme une catégorie de gens qui sont dangereux pour la société. Mais tous les musulmans ne sont pas dangereux pour la société. Mais on sait très bien que les pouvoirs politiques instrumentalisent cette catégorie sociale comme une menace. Ce que M. Biya a fait en fait depuis 1990, c'est d'institutionnaliser et d'instrumentaliser la figure du Bamileke et la catégorie politique des Bamileke
comme une menace. Tout comme Maïdjo avait commencé à le faire et tout comme les Français l'avaient fait. C'est essentiel de le comprendre. Il ne suffit pas de s'agiter, je suis... Non, c'est plus compliqué la politique. On a fait croire à des gens que l'ennemi c'est le Bamileke. Tout comme entre 84 et 90, on a fait croire que l'ennemi c'était l'homme du Nord. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, ce sont les massacres des nordistes. Après le coup d'État manqué, qui est parfois remis en cause, on en a fait croire cela. Construire la figure de l'ennemi, rejeter des gens, fait partie d'une stratégie de gouvernance. C'est essentiel de le comprendre. La catégorie politique qu'on appelle Bamileke servait en fait au pouvoir d'asseoir son hégémonie et également se créer une base sociale et politique. C'est ce que M. Biya a fait. C'est ce que M. Biya a fait. Il a fait croire aux Beti Boulou qui sont un groupe qui doit affronter un groupe imaginaire des Bamileke qui veulent le renverser. C'est de l'imagination politique qui n'a rien à voir avec le daily life. C'est essentiel de comprendre ça. Ça a été le premier processus dont les gens grandissent, les gens apprennent à l'école, les gens évoluent avec deux catégories ou avec plusieurs catégories. Vous avez au Cameroun la catégorie nordiste, vous avez au Cameroun la catégorie Bamileke, vous avez au Cameroun la catégorie Beti Boulou. Et les gens grandissent avec ces catégories politiques. Mais ces catégories politiques, en fait, servent à M. Biya de redistribuer des postes au sein de la rente étatique. Au sein de la rente étatique, ils se partagent le pouvoir à partir justement de cette conception du jeu politique. Ce sont les élites qui organisent cela. Maintenant, ce processus, ces élites-là, qui organisent cette conception du pouvoir, rentrent à la base et apprennent à nos jeunes frères de Tiboulou qu'ils ont le pouvoir. Or, en réalité, ils n'ont aucun pouvoir. Ils sont également victimes de ce tribalisme-là. Parce que le vrai pouvoir se trouve entre les mains de leurs élites. Ce qu'ils font, c'est qu'on leur donne des suppositions qui leur permettent de croire qu'ils sont aux affaires. Ils sont paupérisés, ils sont instrumentalisés autant que toutes les autres tribus du Cameroun. Quand vous avez vu les émeutes de Son-Minima, quand vous avez vu ce qui s'est passé à Ibolova, ce n'est pas des faits fortuits. Ces gens sont également victimes de la violence d'État. Ces gens sont également victimes de l'instrumentalisation de l'identité ethnique. C'est très facile de parler des Boulous, de dire que les Boulous sont tels, les Boulous sont tels. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question si eux-mêmes ne sont pas victimes de l'oppression? Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir s'il n'y a pas un pouvoir derrière cela qui les aliène? Parce que quand les Hutus et les Tutsis se tuent, ce sont des fabrications. Ce sont des fabrications politiques. On instrumentalise des identités. Et c'est connu. Ces gens que vous voyez également sont otages de ce système, dont l'entreprise de libération ne peut pas et ne doit pas seulement se limiter à chasser ceux qui sont en haut. L'entreprise de libération consiste à reconstruire les imaginaires de la libération. C'est-à-dire qu'amener ceux qui ne pensent pas citoyenneté, ceux qui ne pensent pas qu'on ne sert pas le village, qu'on ne sert pas la tribu, mais qu'on sert l'État à se réapproprier ses valeurs. C'est pour ça que Maurice Kamto dit en décembre que la résistance est le foyer dans lequel se construira la citoyenneté camerounaise. Parce que autant vous qui êtes dans la résistance et qui vous battez pour Kamto, vous pensez être libéré, autant vous devez savoir que ce n'est pas seulement Biya qui est le problème, c'est également ceux qui pensent qu'ils soutiennent Biya, pas la tribu, qui sont le problème. C'est essentiel de le savoir.
C'est essentiel de le comprendre. Quand on était jeune, il y avait beaucoup de jeunes qu'on venait prendre dans les villages pour nommer dans l'administration, pour nommer dans l'armée, la police et autres. Tous ces gens qui sont entrés du fait du tribalisme là, ils ne pensent que tribu. Ces fonctionnaires de la police qui vont taper Alain Foguet, ils ne pensent pas État, ils ne pensent pas citoyenneté. Ils pensent simplement tribu, parce que leur construction sociale, économique est liée à la tribu. Parce qu'on a eu des élites, on a eu un pouvoir qui, en développant les catégories que je vous ai citées précédemment, ont amené un groupe à soutenir cela. Ces commissaires, ces policiers que vous voyez être violents, vous avez vu les récits et les rapports, par exemple, des arrestations en janvier. C'était des arrestations au faciès. Vous avez vu ce qui s'est passé à Ibolova. C'était également un tabassage au faciès. Mais pourquoi ils le font? Ces gens le font parce qu'effectivement, ils ont grandi dans ce moule. Ils ont été formatés dans ce registre. Ce sont des otages de la tyrannie. C'est pour ça qu'on vous dit, pas de changement de stratégie. L'important, c'est le travail d'éducation. C'est le travail d'éducation, parce qu'ils doivent tout à ce système. Ils doivent tout à ce système et croyez-moi, ils feront tout pour servir ce système jusqu'à ce qu'on leur apprenne à aimer la République avant d'aimer la tribu. À aimer la République avant d'aimer la tribu. Donc il y a tout un travail d'éducation politique. Vous voulez défendre Kamto. Oui, défendez Kamto. Défendons Kamto. Mais portons la bonne nouvelle. Portons la bonne nouvelle. Il n'y a pas de défense de Maurice Kamto si vous avez levé les ennemis les unes contre les autres. Non, c'est faux. Vous ne défendez pas Kamto. Vous cherchez à servir vos propres besoins, vos désirs, vos fantasmes. Au fond, il faut rester sur la ligne politique, la ligne idéologique. Cette ligne idéologique que nous tenons et qui nous a permis de mettre à nu le système BIA. Vous voulez réinventer une stratégie, réinventez-la, mais ne la réinventez pas avec le nom de Kamto. Si beaucoup de Camerounais ont été frustrés par ce système, c'est vrai. Beaucoup sont en exil, c'est vrai. Mais il faut absolument tenir le bambou. Il faut absolument tenir le bambou. Ces gens sont essentiellement victimes du système d'oppression. Et dans le contexte actuel, pourquoi il faut tenir le bambou? Parce que si vous voyez la recrudescence, l'émergence de toutes ces violences aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont à bout, ils sont à genoux. Ils sont à genoux. Les élites ne leur ont rien donné. Le Sud particulièrement a eu le plus gros budget d'investissement public sur les 10 dernières années. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cela? Les gens ont mangé, ils ont volé l'argent, ils n'ont rien donné aux populations, ils n'ont pas créé d'entreprise. Donc, on est dans un système où les gens sont délaissés, les gens sont abandonnés à eux, c'est-à-dire qu'il suffit de la moindre manipulation politique. Il suffit qu'on donne 10 000, 15 000 à un jeune homme. Il peut sortir la machette contre Kamto. Il peut le faire. Il peut tuer son frère et le regretter demain. Parce que c'est d'abord quelqu'un qui non seulement est abruti par la conscience ethnique, mais il est pauvre. Il est pauvre. Et croyez-moi, quand quelqu'un est pauvre, il peut aller jusqu'au bout. Il peut aller jusqu'au bout. Quelqu'un me demande, pourquoi ne sont pas comme tout le monde? Il faut arrêter de trouver les circonstances atténuantes. C'est effectivement ça le raisonnement de ces extrémistes bamileke. Ils ne comprennent rien. On est en train de leur dire qu'on a fabriqué des extrémistes. On a fabriqué des extrémistes. Il faut les éduquer. Il faut les éduquer. Il faut d'abord les comprendre. C'est pour ça que les sciences sont... Il faut vous mettre dans la tête des gens pour les comprendre. Mettez-vous dans la tête des gens.
Des gens sont en train de vouloir vous pousser à faire exactement ce qu'ils attendent. Toutes les machettes, toutes les armes qu'ils ont accumulées depuis des années, depuis des mois, depuis la présidentielle, ils veulent les faire sortir. Et ils attendent que vous leur donnez le chèque en blanc. Et vous dites, on va leur donner le chèque en blanc. Non. Ça veut dire que ce n'est pas les intérêts de Kamto. Ce n'est pas les intérêts de Kamto. Nous devons suivre la ligne politique. La ligne politique, c'est de conscientiser. La ligne politique, c'est d'éduquer. La ligne politique, c'est d'amener les gens à s'aimer. Et vice-versa. Beaucoup de Betty Boulou sont dans la résistance. Moi, je vous ai dit que je suis Betty Boulou. Il y a les mouvements, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Betty Boulou qui sont dans la résistance. Que pensez-vous de ces gens? Il y a des Betty Boulou qui sont au directoire du MRC. Que pensez-vous de ces gens? Non. Il faut travailler. Il faut travailler. C'est difficile ce que je vous demande de faire. C'est difficile. Et je vais vous dire, Martin Luther King, lorsque il est dans la marche de Selma, la grande marche de Selma, la marche de Selma qui confère les droits politiques aux Noirs, Martin Luther King est arrêté, il est jeté en prison. Malcolm X vient rendre visite à sa femme et lui dit, je suis prêt à aider ton mari. Malcolm X, qui est partisan de la ligne dure, qui insultait Martin Luther King, qui lui disait qu'il ne valait rien et qu'il fallait prendre les armes, il fallait prôner la violence contre les Blancs. Il fallait exactement reproduire aux Blancs ce qu'ils font aux Noirs. La femme de Martin Luther King, Coretta, est allée voir Martin Luther King. Elle lui a dit, Malcolm propose son aide. Malcolm lui a dit, sorry please, Martin lui a dit, non, je ne veux pas de son aide. Je ne veux pas de violence dans ce mouvement. Nous allons arriver à Selma et nous allons donner les droits civils et politiques aux Noirs. Il a dit, nous allons donner les droits civils et politiques aux Noirs et nous allons donner ces droits dans la paix. Malcolm est sorti. Il a réorganisé le mouvement. Il a fait un discours. Il a eu le soutien des Blancs. Ils ont marché sur Selma et Lyndon Johnson, qui était le président qui a remplacé Kennedy, a signé le décret des droits civils et politiques par la suite. La violence contre un système violent n'amène pas de résultats. Il faut épouser la ligne idéologique et politique d'un leader qui a de la vision. C'est ce que Maurice Kamto essaye de vous dire. C'est ce qu'il essaye de nous apprendre. Nous amener à comprendre. Parce que quand Martin Luther King est en prison, il y a des divergences, y compris dans son groupe, où des jeunes étudiants qui, depuis Montgomery, se battaient sur le terrain, sont partisans de l'affrontement. Des jeunes étudiants disent, on ne tolère pas ça. On va affronter les Blancs. Les Ralph Abernathy, qui étaient les collègues de Martin, lui disent non. Nous allons tenir la ligne de Martin. C'est ce que nous devons apprendre en réalité. Comment subir des violences, comment subir la douleur, mais rester cohérent sur la stratégie. Mais prôner l'amour. Aimer ceux qui nous détestent. C'est essentiel. C'est difficile ce que je vous demande. Mais c'est le prix de la réussite en réalité. C'est le prix de la réussite. Vous ne pouvez pas gagner dans un autre chemin. Parce que vous allez effectivement donner à ceux qui vous détestent les armes pour vous détruire. Et ce que Kamto a réussi à faire jusqu'ici, c'est de prendre à contre-pied tous les haineux qui avaient des plans ou qui ont des plans machiavéliques contre lui. Il faut comprendre la démarche de King pour comprendre Kamto. Il faut comprendre la démarche de Mandela. Aujourd'hui, vous dites les Boulous sont violents. Les Boulous ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais
Croyez-moi, si c'était Kamto, si c'était un ressortissant du Grand Nord qui était à la place de Kamto, ils allaient faire la même chose. Ils allaient faire la même chose parce que c'est une question de survie. C'est une question de survie. Vous pouvez ne pas partager mon point de vue, mais je vous parle de la ligne politique et la ligne idéologique à suivre. C'est essentiel, cette logique. C'est essentiel. Suivre la démarche politique et idéologique. Mandela aurait pu prôner une revanche par rapport aux Blancs. Il ne l'a pas fait. Il faut savoir que d'autres groupes sont otages de l'oppression de M. Biya. Beaucoup de gens sont otages de cette tyrannie qui dure. Notre force réside dans notre capacité à aimer ceux qui nous détestent, à pardonner. C'est des questions très difficiles, les amis. C'est des questions très difficiles, les amis. Vous devez apprendre à tirer au fin fond de vous. Je dis bien au fin fond de vous. Au fin fond de vous pour réussir. Vous serez tenté. Vous serez tenté par tous les actes. Je sais qu'aujourd'hui, le discours extrémiste séduit beaucoup. Je sais qu'il y a un discours revanchard qui séduit beaucoup. Je sais que des gens peuvent être portés par cela. Mais je sais que dans cette résistance, ils sont une minorité. Nous qui prônons l'amour, nous sommes plus nombreux. Les gens sont victimes du système Biya. Et c'est eux qu'il faut combattre d'abord. Parce que quand on va les combattre, nous allons réussir à reformer l'esprit des autres. C'est essentiel ce que je vous dis. Chers amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous encourage à contribuer pour le bus. Parce que nous sommes dans une stratégie sur le long terme. Et je vous invite à rester sur le chemin du pardon et de l'amour. Merci.